Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Léo Walk, artiste polymorphe, danseur, chorégraphe, réalisateur, entrepreneur, un ovni. Léo vient de la culture hip-hop et a dansé pour Mugler, Christine and the Queens. Avec sa compagnie La Marche Bleue, il essaye de faire jaillir le beau pour gommer les imperfections de la vie. Léo crée de manière obsessionnelle et met du sensible et de la poésie dans tout ce qu'il entreprend. Avec Léo, c'est bien plus qu'une immersion dans un style de danse, c'est un lifestyle qu'il défend, une famille qu'il s'est créée avec son mouvement La Walkance. Un artiste qui ne veut pas oublier son cœur d'enfant et qui danse parce que c'est tout simplement vital. Et il fonce vivre ses rêves, on l'écoute avec joie. Bonjour Léo. Bonjour. Je suis ravie d'être là en face de toi. C'est trop sympa de m'accorder un peu de temps. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Léo ? Alors, je m'appelle Léo, j'ai 25 ans maintenant et je suis danseur, chorégraphe. J'ai fondé la marque aussi Walk in Paris, qui est un collectif et toute une équipe. Voilà. Très bien. Alors moi, je le redis avec mes mots à moi. Artiste polymorphe. Ok, j'adore ce mot polymorphe. Polymorphe, touche à tout. Danseur, chorégraphe, fondateur de la compagnie La Marche Bleue. Yes, I. Créateur du mouvement La Walkance. On va revenir sur tous ces sujets. Réalisateur aussi. Aussi. Entrepreneur, enfin, plein de casquettes. Est-ce que j'oublie des choses ? On a tout dit ou pas ? Dessinateur en ce moment, je dessine. Ouais. Ça y est, j'ai commencé. C'est vrai que je vois effectivement que tu fais des choses. Alors, tu as grandi dans une atmosphère pleine de musique. Ouais. Et surtout, j'ai l'impression avec visiblement des valeurs d'ouverture. Carrément. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, je me dis que moi j'ai eu la chance de grandir dans un endroit où on était tous potes. Il y avait toutes les religions. Mon pote c'était un turc, un rebeu, un black. Et bon, j'étais limite presque le seul blanc. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir écouter tout type de musique et de grandir avec des énergies complètement différentes, dont je me sers encore maintenant. J'ai grandi avec des énergies autant ghetto que fragile, que sensible. Et je pense que il y a toutes ces énergies-là qui m'intéressent encore maintenant, quoi. Et tes parents aussi ont joué un rôle sur ces valeurs d'ouverture ? Carrément, bien sûr. Mon père, on va dire qu'il était dans la musique, en fait. Donc, tous ses amis étaient musiciens. Donc, depuis que je suis petit, j'allais à des concerts. Ils jouent tous de plein d'instruments. Donc, j'ai grandi à travers ça. Et ma mère, on va dire que c'est pas une artiste, mais pour moi, elle l'est quand même. Elle est éducatrice spécialisée. Quelqu'un qui a un grand cœur. Et qui, par contre, du coup, c'est ma famille portugaise et qui ont toujours des grandes fêtardes et qui dansaient toute la nuit dès qu'il y avait des soirées. C'était les premières à danser et à ressentir quelque chose quand elles dansaient. Je me rappelle les regarder pendant des heures, danser avec une force en elles. Elles avaient vraiment quelque chose. Et je pense qu'il y a un truc comme ça qu'elles m'ont transmis, Habité par la musique, ouais. Habité par la danse. Exactement. Alors très tôt, t'es hyper actif, ouais. Et t'as un appétit pour la danse. C'est ça. D'où ça vient ça ? J'ai toujours eu ça en fait. C'est-à-dire que c'était, je pense, mon premier moyen d'expression. J'ai couru avant de savoir marcher. En fait, dès qu'il y a eu un peu des fêtes de famille et tout, les petits, on allait les coucher à 21h et moi, il y a des cassettes de moi qui dansent jusqu'à minuit, quoi, non-stop. Et donc tu commences à apprendre la danse, d'abord la capoeira, ouais. Et après le hip-hop. Ouais. Je pense que le hip-hop, ça m'a toujours attiré. Déjà, musicalement, j'ai toujours aimé ça. Je me rappelle que ma première cassette, c'était un pote à moi, Imad, qui m'avait fait une playlist de rap. Et j'écoutais ça dans ma chambre et je dansais dessus à fond. Et ça a été mon premier amour, le hip-hop. Et du coup, la capoeira, j'ai ressenti un peu ce truc-là. Sauf que je sais pas ce que je voulais vraiment faire. La musique me touchait pas plus que ça. Alors que quand j'ai commencé le break et qu'on dansait sur de la belle funk, il y avait de la flûte traversière, il y avait plein de sonorités, de mélodies qui me parlaient beaucoup plus. Qu'est-ce que permet le hip-hop en fait ? Le hip-hop, c'est une totale liberté en fait. Et aussi, ça m'a permis de m'accepter en tant que personne et en tant qu'être humain tout simplement. Parce que j'étais pas
très accepté en fait, déjà parce que mon père il était prof, il comprenait pas du tout comment j'étais, parce que j'étais un peu, on va dire, le terme est un peu dur, mais j'étais un peu fucked up même déjà petit quoi. J'ai même me blessé, j'allais dans les extrêmes tout le temps, je disais des gros mots, j'étais un peu fou petit, et du coup il comprenait pas ça, alors que dans le hip-hop, toutes ces énergies, tout ce qui se passait en moi, j'arrivais à le canaliser dans ça et à le mettre dedans et à juste m'accepter en fait, tout simplement. Le hip-hop m'a accepté. Et t'as accepté, t'as choisi. La danse, c'est aussi le chemin de la connaissance de soi. Qu'est-ce que toi t'as appris tout au long de ces années de hip-hop sur toi ? Ça m'a permis d'apprendre qui j'étais en fait, à l'état brut. Pour moi, le hip-hop c'est quelque chose d'assez brut. On ment pas. Je trouve que c'est plus le fond que la forme, le hip-hop. Pour moi, c'est le freestyle. C'est une des choses les plus importantes, parce que c'est un peu dur de dire ça, mais pour moi, j'en connais des danseurs qui savent pas freestyler, et pour moi, ils sont pas danseurs quoi. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas être danseur si là je te dis vas-y exprime-toi et lâche-moi quelque chose et que tu peux pas le faire. Tu te dois en tant que danseur d'être vrai avec ça et de juste vivre ce truc en fait. Donc la première valeur que tu retiens, c'est ça, c'est cet espace de liberté énorme. C'est ça. Et je pense que j'aurai toute ma vie quoi. Toute ma vie j'écouterai une musique et je danserai dessus. C'est simple. Aussi simple que ça la danse. Et les battles, c'est un combat aussi, un combat envers soi-même, non ? Carrément. On se confronte à nos problèmes, à nos angoisses, à notre niveau réel aussi, mais on le dépasse. En battle, on se dépasse en fait. Moi, c'est là où j'arrive le mieux à danser, je crois que c'est en battle. Pourquoi ? C'est quoi ? C'est l'émulation du moment ? C'est l'environnement ? Je crois que c'est la pression, c'est le niveau des gens aussi en face. La compète ? Ouais, l'esprit de compète, tout simplement en fait. Mais moi, je l'ai jamais trop eu. C'est plus la pression. En fait, moi, je pense que j'aime plus danser devant un public et que c'est plus ça. Je sais que mon binôme, par exemple, lui, il aimait vraiment... il était vraiment là pour casser des gueules. Et moi, j'étais plus là pour m'amuser et faire vibrer les gens. Genre, c'est ça qui me parlait le plus. Et d'ailleurs, les fois où je dansais le mieux en battle, c'est quand il y avait mon grand Didier Bocco qui se mettait à côté de moi, qui me disait hey, juste amuse-toi là. Alors qu'il disait pas du tout la même chose aux autres quoi. Aux autres c'était hey, il faut aller les défoncer. Et moi quand on me disait amuse-toi, c'est là où je dansais le mieux. Quand justement j'avais trop de pression et que j'étais dans ce truc de compète, je n'avais pas cet esprit là. J'étais plus dans le ressenti et je voulais plus essayer de ressentir moi quelque chose que forcément de gagner en fait. Et de la culture hip-hop, tu gardes quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'en garde mes plus beaux souvenirs, en fait, les choses les plus belles que j'ai vécues de ma life. Et j'ai l'impression, pour continuer à aller à des battles et tout, qu'il y a vraiment quelque chose qui a évolué et qui évolue. Parce que déjà, musicalement, dans le break, moi, je dansais sur des sons mais qui étaient fous, quoi. Avec des gros instruments et tout, de la musique de tous les pays. C'était assez fou et c'était très riche musicalement. Et maintenant, ça danse vraiment sur des sons genre très électroniques, font où c'est vraiment une nappe, ils mettent une longue nappe comme ça. Et pour moi, j'arrive pas à ressentir quelque chose sur ça. Même le break est devenu presque plus un sport qu'une danse. Alors que dans breakdance, il y a dance, et c'est pas pour rien, c'est que pour moi, c'était de la danse qu'on faisait, il y avait du ressenti dans chacun des moves, aussi technique soit-il. Juste, j'ai l'impression que ça a évolué et que je retrouverai jamais ce que j'ai connu. Et j'ai l'impression d'avoir eu la chance d'avoir connu les plus belles années du hip-hop quand j'avais genre 9-10 ans, à l'époque du Shell Battle Pro, de toute cette époque où on ramenait les premiers kids des autres pays, quand il n'y avait pas d'argent en fait. Quand il n'y avait pas d'argent dans cette culture, genre, je trouvais que c'était encore plus beau et encore plus fort. Maintenant qu'il y a Red Bull et tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu faussé, genre. Bon alors tu décides d'en faire ton métier, la danse. Ouais. À quel moment t'as su que toi, tu pouvais en faire ton métier et t'avais le talent pour pouvoir avancer là-dessus ? Ça m'est tombé dessus en fait, tout simplement. Moi je voulais quand même une sûreté dans ma vie et je voulais, du coup j'étais animateur et je continuais les battles. Mais bon, à 18 ans, je traversais une période de vie pas facile au niveau familial. Et du coup, j'étais un peu livré à moi-même. Et en fait, naturellement, c'est la chose qui m'a sauvé parce que j'étais en train de partir en couille sur plein de choses dans ma vie. Et genre, en fait, comment dire, c'est la danse qui était le plus positif. Du coup, je me suis un peu raccroché à ça. Et en me raccrochant à ça et en me vidant la tête dedans, bah, il s'est passé des belles choses. Il s'est passé Christine and the Queens, il s'est passé pas mal de choses et dès que ça s'est ouvert à moi, j'ai foncé quoi. Mais être danseur, à ce moment-là, ça voulait dire quoi pour toi ? Être danseur, ça veut dire être prêt à
tout quitter à n'importe quel moment. C'est beaucoup de solitude. Ça, tu le savais déjà? Je me suis toujours senti comme ça, mais je pensais que c'était... C'est aussi un truc de personnalité. J'étais quand même quelqu'un d'extrême. Je passais de la joie aux pleurs genre très rapidement et très intensément aussi. Et je pense que c'est ce truc-là aussi. Je sais pas si c'est que danseur. Je pense que c'est être artiste aussi. Ouais. C'est pas tous les jours facile en tout cas d'être artiste et je le comprends de plus en plus. Et tu danses comme tu respires? Tu danses de manière obsessionnelle? Je crée comme je respire et je dis ce que je pense comme je respire. Je pense que je danse même sans danser, quoi. C'est un élan vital, quoi. C'est un besoin. C'est un besoin quand je sors de chez moi en mettant mon casque et que j'imagine plein de choses. C'est d'être un peu dans le rêve constamment, quoi. Et alors, j'ai lu que tu avais fait des études de photo aussi en Belgique. Ouais, j'ai toujours aimé la photo. J'ai fait Saint-Luc, une super école de photo et c'était fou cette année. J'ai rencontré des gens super et c'est un peu l'année qui m'a sauvé un peu, on va dire, dans ma life. Donc tu fais ta formation de danseur, tu fais Saint-Luc? J'ai pas fait de formation T'as fait une école, de danseur avant. Oui. J'étais en cours de break avec Didier Bocco, qui est un peu mon sensei dans la danse. Et pas que dans la danse d'ailleurs, dans la vie, encore maintenant d'ailleurs. Et en fait, après, j'ai quitté Champigny pour la première fois pour aller en Belgique. Pour faire Saint-Luc. Et quand tu fais cette école d'art, t'avais un projet derrière ou pas? Ou c'était juste l'image, l'attrait pour l'image? Je pense que j'avais quelques problèmes là où j'ai grandi et du coup j'avais besoin de bouger, de changer de lieu. Et c'est aussi pour ça que mes parents ils m'ont fait bouger. Et en fait, j'avais trop envie de faire de la photo. Et je faisais des cours de photo à Champigny et je faisais beaucoup d'argentique. Ça me plaisait et je me voyais bien dans ça en fait. T'en fais encore aujourd'hui? J'en ai fait, mais j'en fais d'une certaine manière. Si pour moi, je fais un peu tous les jours de la photo. Dans le sens où je fais de la DA pour des marques, je fais de la DA pour ma marque et je travaille sur du clip, sur de l'image. Donc au final, cet œil-là, il me sert genre tous les jours en fait. Alors revenons à la danse. Donc tu passes des castings. Tu commençais à déflorer le sujet tout à l'heure. C'est ça. J'ai passé des castings bien pétés, genre pour des compagnies genre Robin des Bois, des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais été pris pour ce genre de truc. Et Dieu merci en fait. Il y en a qui te reconnaissent comme talentueux, comme Mugler, comme Christine de Queens, Marion Motin qui te prend sous son aile. J'ai eu de la chance de faire les bonnes rencontres en fait, assez jeune. Au bon moment quoi. Je pense que j'ai une étoile aussi qui me sert beaucoup. Et tu sais pourquoi ils te choisissent à ce moment-là? Si je dois mettre des mots et que je dois prendre du recul sur moi-même, chose pas évidente, je pense que c'est parce que j'avais une fragilité, une sensibilité tout en étant assez brute et dure et vraie. Je pense que c'est ça qui a dû les toucher genre. La personne plus que l'artiste, le danseur? Je pense que c'est 50-50. Je pense que quand on aime un artiste, on l'aime aussi parce qu'il est en tant que personne et être humain, quoi. Tu deviens ensuite chorégraphe pour pas mal de clips musicaux. Tu crées ta propre compagnie, la Marche Bleue. Je dis tout, hein, tu vois. Ouais. Tu crées un mouvement, la Walkance. On sent qu'il y a une patte, une singularité qui t'appartient. Tu arrives à mettre encore une fois des mots sur ce que tu as créé à ce moment-là. Non, ce que pas tu apportes. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit, en fait. C'est juste mon mode de vie où je suis assez solitaire et face à moi-même tous les jours, en fait. Et je me lève le matin et j'ai ce besoin de créer, de transmettre ma vision et ma perception des choses, en fait. Et constamment, et en fait, peu importe les rencontres que je fais, j'apporte cette touch-là, et peu importe ce que je fais, que ça soit de la sap, ou de la danse, ou de la vidéo, ou de la choré, ou que ça soit juste aider un ami parce qu'il est pas bien dans sa vie, je le pousserai toujours à pas oublier l'enfant qu'il est, genre à l'intérieur, et à pas s'oublier en tant que personne. Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans mon art. Ma pièce, Premier Ride, parle de ça, en tout cas. Elle parle énormément du fait de ne pas oublier son cœur d'enfant. Pourquoi elle est si importante, cette pièce, pour toi? Elle est importante parce qu'elle est assez brute, c'est-à-dire que je ne l'ai pas trop réfléchi. Ça a été des tableaux qui sont allés très vite parce que c'était des musiques et c'est juste des moments de ma vie, en fait. Chaque tableau est vraiment un moment de ma vie. Je peux te sortir ce tableau-là, c'est ma séparation. Ça, c'est un moment de ma reconstruction. Ça, c'était il y a 4 ans quand je m'en suis sorti par rapport à une épreuve. Et en fait, voilà, on va dire que c'est un peu des étapes de ma vie. Et je me suis rendu compte que la finalité de tout ça, et qui fait que je suis encore en train de sourire aujourd'hui et que je suis bien dans ma peau, c'est parce que j'ai pas perdu ce cœur d'enfant là où j'ai failli le perdre pas mal de fois, que ça soit à travers le business, à travers le milieu de la mode,
qui sont des milieux genre compliqués, et il y a pas mal de gens qui essaient de t'aspirer ton âme, et voilà, j'essaie de me battre pour préserver ma petite âme. On sent cette part d'enfance dans toi qui est là, qui transpire, le rêveur aussi, l'amoureux de l'art, sous toutes ses formes. Donc cette liberté, cette envie de créer, elle est toujours là. Tous les jours, tu te lèves avec un... Tous les jours. C'est pour ça que c'est dur d'être artiste, c'est qu'il n'y a pas un jour off, pas un jour. On bosse pas. J'aimerais bien être comme par exemple mon meilleur pote Gary, quoi, qui arrose ses plantes et qui va faire un foot avec des potes et qui est heureux. Non, moi j'ai besoin d'avoir craché quelque chose pour être apaisé, quoi. Je pense que être artiste, c'est être aussi quelqu'un de très torturé, malheureusement. Je pense que c'est beaucoup de tristesse aussi, parce qu'il faut avoir des choses à dire en tant qu'artiste, et je l'ai vu que les périodes où je faisais des trucs pas ouf artistiquement, c'est parce qu'en fait j'avais rien à dire, et c'est pour ça que généralement quand j'ai rien à dire, je pars en vacances et je coupe et je coupe complètement, parce que je pars du principe que c'est mieux de fermer sa gueule quand on n'a rien à dire. Ce qui déclenche le processus créatif chez toi? C'est quand même très souvent des émotions très fortes. Ça veut dire que je vais dans des extrêmes pour sentir de la joie, comme dans des extrêmes pour ressentir de la tristesse. Et quand j'ai de la tristesse, je l'accepte et je creuse dedans pour en faire ressortir des choses. Et après, du coup, j'en tire quelque chose de positif. D'ailleurs, ma pièce, je pense qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de tristesse. Et au final, pas tant que ça. Même c'est le contraire, parce que mes tableaux les plus joyeux, c'est limite ceux que j'ai créés avec le plus de tristesse, en fait. Alors, tu dis que tu as des sources d'inspiration. Ouais. Elles sont peut-être pas forcément actualisées, mais Oad Naharin. Ça, c'est très récent. Pina Bausch, ouais. Le B-Boy Casper. Le B-Boy Casper. Alors, si sur ces trois-là, on prend quoi? On garde quoi chez chacun d'eux? B-Boy Casper. On garde B-Boy. Mais tu vois, si on devait prendre une qualité à chacun de ces artistes... En fait, tout simplement, c'est des étapes de ma vie. C'est-à-dire que Casper, Cloud, B-Boy Machine, c'est genre les trois gars qui m'ont inspiré vraiment dans la danse et dans ce que je suis en termes de B-Boy. Et on va dire que là, je suis dans une deuxième phase chorégraphique, de réal, de pas mal de choses. Et on va dire que du coup, je vais vers d'autres inspirations. Mais là, on va dire que Pina et Oad, c'est vraiment très récent pour moi, parce que ça me parle plus que quand j'avais 14 ans et que j'aimais juste regarder des battles, quoi. Si on devait dire, tiens, chez Oad, donc j'ai compris que c'était très récent, mais ouais. Je prends un truc, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu retiens de lui qui crée chez toi une émotion importante? J'ai l'impression qu'il n'a pas eu les choses dans la facilité. Et ça, c'est un truc sur lequel je le comprends, parce que c'est pas du tout évident d'être chorégraphe. Et ce qui me touche, c'est le cheminement qu'il y a eu pour qu'il en soit là. C'est limite plus ça, parce que c'est un mec qui part de rien, comme moi. Et voilà, ce cheminement entre dire à ses potes, vas-y, venez, j'ai loué une salle, vas-y, s'il vous plaît, motivez-vous, j'ai trop envie de faire un truc sur une musique. Et 4 ans après, de remplir des Bataclan et des Trianon avec une production derrière, et que tes danseurs, ils sont payés, et sur leurs répètes surtout. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de solitude et de souffrance. Genre, en tant que personne, ça a été beaucoup de nuits blanches pour moi, pour arriver à là, pour arriver à gérer mes émotions, à faire avancer ce projet. Et j'ai ressenti ça dans le film, par exemple, de Oad Naharin, de voir que la dureté et la discipline que lui, il a dû avoir solo face à ça, en fait. Pina Bausch, c'est la même chose aussi? Pina, c'est plus pour la beauté, la délicatesse. Ouais, sa fragilité. En fait, ça me touchait plus de voir des grosses phases de break, parce que j'ai grandi dans ça, et n'importe qui, même mon père, je l'ai emmené voir un battle, il était impressionné, genre pendant 5 passages, après il était là, bon ok, les mecs savent faire 5 tours sur la main, quoi. Et en fait, c'était important pour moi de revenir à quelque chose de plus fort dans l'émotion. Et Pina, elle arrive à me toucher juste en se caressant la main, quoi. C'est vrai, hein. Juste en levant le bras, il y a quelque chose qui se passe de 10 fois plus fort qu'un gros passage de break parfois. Et dans tes pairs d'aujourd'hui, il y en a que tu regardes, que tu observes? Il y a des choses que je trouve impressionnantes maintenant, qui me touchent, non. Je sais pas pourquoi, je vois pas de pièces qui me touchent. Pourtant, j'essaie de voir pas mal de choses, je vais voir pas mal de choses d'amis. Je sais pas si je suis objectif, mais la personne qui m'avait touché, enfin, c'est une pièce qui m'a touché, c'était In the Middle de Swaggers, parce qu'il y a ce côté brut, il y a ce côté où
Peut-être non, la pièce d'Ohad Naharin aussi, j'ai vu à l'opéra, c'était très beau. Les pièces de classique, je trouve ça intemporel et c'est magnifique. Ça me touche beaucoup. Maintenant, j'ai du mal avec des fois ce côté, mais c'est vraiment personnel. Hein. Je dis pas que j'ai la science infuse, c'est juste que des fois, quand il y a trop de branlettes intellectuelles, des fois ça me dépasse en fait, et que j'aime juste des fois la danse à l'état brut. Et voilà, je vois certaines performances des fois contemporaines qui me prennent pas en fait, tout simplement. J'aime quand il y a à la fois la technique, mais qu'à la fois on la voit pas, qu'elle est dépassée, qu'il y a de la douceur, de la sensibilité, de la poésie quoi. Chose que je retrouve pas énormément dans les pièces que j'ai pu voir récemment. Après, je dis pas, il y a plein de choses que j'ai pas vues aussi. Je vais pas voir tous les spectacles du monde entier, quoi. Mais tu vas voir quand même. Et ton projet, j'ai l'impression que c'est bien plus que la danse. C'est un mouvement, un langage. Ouais, c'est un mouvement où on va dire tout est connecté. Je me lève le matin, je vais au bureau walk, il y a un enfant qui est en train de peindre. Gary me dit ouais, là il faut qu'on fasse une mixtape et tout. Voilà, il y a Clara d'Agar-Agar qui va faire la première session avec Isha. Clara, c'est aussi celle qui va faire la première partie au Bataclan. Enfant précoce qui est en train de peindre, il danse dans ma pièce. J'ai voulu donner place à mes amis et les gens qui m'inspirent aussi, que je trouve inspirants aussi autour de moi. Ta famille voilà. Ma famille, ouais. Celle que tu t'es créée. C'est ça. On va dire que c'est ma vraie famille. Ces gens-là, je sais que Gary, je peux compter plus sur lui que sur n'importe qui de ma vraie famille, quoi. Et il y a un emblème qui revient. Alors je sais pas s'il compte ou pas pour toi. C'est le soleil. Le soleil, toujours là. toujours. J'ai encore dessiné 2 soleils ce matin. C'est vrai ? Ouais. Il y a un clip que tu avais réalisé à tous tes débuts, c'était pour Shaman, non ? C'est ça ? Oui, Shaman. Ouais. Il y avait cette imagerie du soleil là, qui était quand même très prégnante. Et puis là, première ride, l'affiche. Avec le gros sun. Et peut-être que la scéno de ma pièce, je vais peut-être ramener un gros soleil, on sait pas. C'est vrai ? Pourquoi ce soleil ? Je me rappelle que ma mère, souvent, quand j'étais petit, avait des choses qui étaient très dures pour moi à traverser, et je me rappelle que j'avais 7-8 ans et que j'étais dans le mal, et ma mère elle me disait toujours oublie pas, il y a toujours de la lumière genre au bout du tunnel. Elle me disait toujours cette phrase qui est quand même pas mal restée, parce que du coup quand t'es petit tu t'y accroches, et je m'y accrochais, et voilà, dès qu'il y a un moment d'arc, je préfère directement tourner la tête et regarder le soleil et me dire qu'il va être là prochainement. Et il m'a toujours mis bien ce soleil. Que ça soit dans la vraie vie, en vacances, comme dans la métaphore, dans le sens où il y a toujours des belles choses qui arrivent après avoir bouffé de la merde. Et quand tu dis que tu le dessines où ? Enfin, plus tard qu'hier, j'ai vu une chaise qui avait été... Ah ouais, j'ai dessiné sur une chaise, ouais. Un peu partout, hein. Sur des feuilles, surtout sur du papier A4. C'est ta signature ? On va dire que c'est un peu ma signature, ouais, le soleil. T'aimerais qu'on retienne quoi de toi dans quelques années ? C'est vraiment la question que je me pose, parce que j'ai jamais pris de... C'est vrai, tu te poses cette question ? Ouais, parce que j'ai pas du tout pris de recul sur ça. Je fais les choses sans... vraiment, ça peut paraître bizarre, mais je réfléchis pas du tout. Et j'essaie de réfléchir le moins possible. Dès que je réfléchis trop le truc, comme dans ma pièce, dès que je réfléchissais trop à un tableau, y a même des tableaux où j'ai tout changé, parce que je voyais que je réfléchissais trop, et je préfère quand c'est organique. Du coup, là, en ce moment, je me pose cette question. Je me dis, ouais, mais en fait, qu'est-ce que tu fais de tout ça ? C'est quoi, en fait ? Et je pense qu'en ce moment, dans le game dans lequel on est à Paris, avec tous les messages qui se passent à travers le rap, à travers plein de choses, je pense que j'essaye de tempériser tout ça. J'essaye de transformer un peu de haine en message positif, de bienveillance à travers ma marque, à travers les vidéos. J'ai vraiment cet esprit où j'ai envie de réunir les gens. Peu importe leurs origines, peu importe leurs croyances, leur passion, leur manière de s'habiller. Je suis pas du tout bloqué dans une case. Il y a un matin, je suis en jogging, je suis habillé ghetto. Le lendemain, je suis habillé en bobo avec des kairas. Et voilà, j'ai envie de sortir de tous ces codes, parce que je pense qu'on est défini par plus de choses que juste par une manière de s'habiller et voilà, et de ce qu'on entreprend, quoi. C'est mettre du beau ? Ouais, c'est ça. J'essaie de voir le beau, en tout cas, chaque jour. Parce qu'il y a des jours qui sont sombres et il faut essayer de... C'est dur, hein, mais c'est un taf. C'est pour ça que je me suis fait tatouer aussi bonne journée sur le bras. C'est pour me dire, vas-y, essaye d'en tirer quand même quelque chose de bon, quoi. Tu t'es fait tatouer un soleil ou pas ? Non, c'est le prochain, il arrive. Il arrive. Attends, il faut qu'il soit quand même bijou, hein. Non, il va être frais, il va être beau, il va être enfantin, il va être cool. Et donc il y a cette notoriété. Comment tu vis cette notoriété nouvelle ?
Je la vis trop mal. Genre, c'est vraiment le truc qui est dur pour moi en ce moment. Parce que je suis obligé de voir là où est-ce que je peux aller parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de fois où un danseur a eu l'occasion de dire tout ce qu'il avait à dire. Du coup, je fonce sans me poser de questions. Mais au final, c'est pas facile parce que les gens s'écartent beaucoup de toi et parce qu'ils pensent déjà que t'as plus le temps, que t'as changé. Et aussi, ils voient le négatif dans ça, la plupart des gens. Mais aussi parce que les gens me connaissent pas. Mais je viens d'un milieu qui est très underground. Et voilà. Et pourtant, j'essaye de montrer encore que je continue à faire des battles. Mais après, j'ai aussi plus trop envie de faire de battles. Parce que j'ai grandi dans ça, j'ai fait que ça. Et aujourd'hui, je sens que c'est pas forcément mon milieu, en fait. Voilà, donc je suis en train de construire mon milieu. Mon milieu, c'est Walk in Paris. C'est tous ces gars. C'est ce peintre. C'est ce poète. C'est mon ami herboriste. C'est tous ces gens-là c'est ça mon milieu et c'est ces gens-là qui me mettent bien et je me raccroche à ça. Mais il y a vraiment un truc qui est pas facile. Je sens que je dois me protéger en tout cas de cette notoriété parce que les gens t'aspirent beaucoup, beaucoup. Et c'est assez dur à vivre en tout cas. Il te reste des rêves quand même, plein de rêves j'espère. Le Carrément. rêveur, t'es un rêveur. J'ai trop de rêves mais pour les préserver je suis obligé de partir. Je suis obligé de vraiment de couper. Là, j'avais fait un mois à LA, un mois en Jamaïque. J'hésite pas à partir. Je pars souvent de Paris parce que voilà, Paris m'aspire un peu des fois. Et tu pars avec ta famille de danseurs, d'artistes ou tu pars tout seul ? Je pars tout seul. Ouais, c'est assez bizarre. Je suis solitaire même avec mes amis en fait. Mes amis, je peux ne pas leur donner de nouvelles pendant un mois et ils savent que je les aime toujours autant et que ça change rien. J'ai juste besoin de me renourrir intellectuellement et artistiquement de choses complètement différentes. Et du coup, j'arrive pas à rester tout le temps avec les mêmes personnes. Alors il y a une constante qui revient, c'est tu dis j'ai besoin de me nourrir. C'est une angoisse pour toi ? Non, c'est pas une angoisse, c'est un besoin vital. J'ai l'impression de mourir de l'intérieur si j'ai pas découvert quelque chose, si j'ai pas découvert une nouvelle musique. Ma danse meurt et je m'éteins petit à petit. Je pense qu'on a besoin de se nourrir tous, hein. Peut-être tout le monde en fait a ce besoin-là. Et toi tu te nourris donc tu t'évades. Ouais. Quelles sont les autres sources qui alimentent ta créativité ? Ce qui alimente ma créativité, c'est tout. Franchement, c'est autant les discussions humaines. Ça peut être mon pote qui s'est fait quitter par sa meuf et ça va m'inspirer. Comme ça peut être la dureté du fait que on est en train de faire du business, ça parle chiffres, et qu'au bout d'un moment, mon cerveau il switch, il craque et que je ressente un truc hyper fort. Mais en fait, je m'inspire de toutes les émotions que je peux traverser constamment. On va dire que c'est pas vraiment comme on peut l'imaginer, c'est pas juste j'ai regardé un docu et ça m'a inspiré. Non, je vais beaucoup plus m'inspirer de ce que je vis à travers mon lifestyle. Et c'est pour ça que j'essaye de m'autoriser et avoir le meilleur lifestyle de la ville. Donc tu te le crées en fait. Je me le crée, je l'alimente chaque jour. T'aimerais quoi pour la danse ? Ce que j'aimerais pour la danse, c'est que déjà on soit un peu plus reconnu, qu'on respecte un peu plus les danseurs. Par exemple, c'est con, mais quand Christine, au début, elle a mis 4 danseurs sur scène et qu'ils étaient vraiment assumés et qu'il y avait vraiment de la beauté, que c'était pas juste, il y a 34 danseurs derrière Beyoncé et c'est juste un papier peint genre derrière. Je pense que déjà, c'est un pas vers l'avant. Maintenant, il commence à y avoir pas mal de danseurs qui commencent à faire pas mal de choses. La mode s'intéresse de plus en plus à la danse parce que je pense que les mannequins ils savent aussi de moins en moins poser mais aussi parce qu'ils ressentent quelque chose de fort aussi à travers les danseurs. Moi je trouve que c'est en train d'évoluer et je suis assez positif par rapport à ça. Je trouve que il y a pas mal de choses. Maintenant j'aimerais que les danseurs ils s'ouvrent de plus en plus mentalement en fait, tout simplement de s'ouvrir à faire des choses, une ouverture d'esprit en fait. Toi, par exemple, dans ta compagnie, tu as 8 danseurs, hein, c'est ça ? On est 10 en tout. 10 en tout. J'ai 9 danseurs maintenant. 9 danseurs, pardon. Ouais. Ils sont tous d'origine de danse différentes ? Ils sont tous complètement différents. Ouais. Je le sais, mais bon, j'ai envie de te l'entendre dire. Ouais, il y a complètement des danseurs électro, classiques. Ça, c'était important pour toi ? C'était même pas important, ça n'a même pas été calculé. Et pourtant, ça peut complètement paraître calculé, mais en vrai... pas du tout, c'était des gens qui m'inspiraient, c'est des gens qui avaient une discipline tout en ayant un univers à côté et surtout je savais qu'ils pouvaient me correspondre humainement et de travailler avec eux ça allait être un équilibre. J'ai construit aussi un équilibre humain dans cette pièce parce que je sais que à long terme d'être avec des gens,
au jour le jour, bah, c'est une aventure humaine, et on s'en rend compte de plus en plus avec ma manageuse, c'est plus une aventure humaine limite que artistique. Et pour que ça dure, bah, il faut un équilibre, il faut 2 starbés comme pour 2 personnes carrées, comme des gens qui tempérisent, voilà. Et si tu devais remercier quelqu'un aujourd'hui pour tout ce chemin parcouru? Ah, c'est sûr que c'est Didier Bocco, c'est mon grand frère, et c'est le mec qui a toujours cru en moi, et c'est le mec où, bah, peu importe dans ma vie, quand j'ai eu des grandes chutes, que je tombais de haut, pour être transparent, par exemple, quand Christine and the Queens, elle nous a un peu genre tège, on peut le dire, hein, elle a un peu tège, genre Diablo, Marion, elle nous a tous un peu tège comme ça du jour au lendemain. On était en mode bon, en fait on n'a même pas pu se reconstruire en tant que danseur, qu'est-ce qu'on fait, comment on rebondit? Bah, c'est des moments où tu te manges des grandes chutes émotionnelles, et si t'as pas un mec solide derrière toi pour te dire hey, oublie pas que t'es ça, et il faut que personne touche à ça, et il m'a beaucoup protégé dans la street comme dans la vie. C'est ton parrain? Ouais, c'est ça. Tu l'as appelé comment tout à l'heure, ton C'est mon sensei. Sensei, oui, pardon. Ouais. Donc c'est lui que tu remercies. Ouais. Ouais. Écoute, on va s'approcher de la conclusion. Ouais. Il y a des petites questions que je pose habituellement à la fin de mon podcast. Ouais. Je te les pose. Vas-y. On y va? Vas-y. Alors, il s'appelle Tous danseurs, ce podcast. Ouais. Ça évoque quoi pour toi? Tous danseurs, pour moi, on est tous danseurs. Parce que quand je regarde mon pote bourré en soirée qui est en train de danser sur la piste, pour moi, c'est un danseur de fou, et il m'impressionne trop. Je pense qu'on a tous un relationnel à avoir avec la danse, comme avec le dessin, comme avec la musique. Et pour moi, chaque humain devrait être sensible à ça. Et à travers le voyage, je l'ai vu par exemple en Afrique, j'ai vu que c'était inné en fait. Chez eux, c'est qu'ils n'ont rien, mais ils dansent du matin au soir. Et ça m'a pris, et je me suis dit, bon, en fait, c'est normal, en fait, on va tous danser. J'étais plus danseur en étant là-bas, j'étais juste un humain de plus, quoi. Et on sent que chez toi, il y a la brique danseur qui est là, et ça y est, c'est sûr, elle est là, mais que tu as envie d'explorer autre chose, l'art sous ses différentes formes. Ça, c'est des trucs qui te démangent aujourd'hui? Ça me démange parce que ça me permet d'aller dans des directions différentes à travers ma vision, comme à travers ma propre danse, et à travers la danse que j'ai envie de communiquer. Et donc il y a des projets là-dessus ou pas? En dehors de la danse, est-ce que tu as envie d'en parler? Bah, je reviens dans un truc très brut en ce moment. Ça veut dire que là où je me voyais en train de faire quelque chose, et je le modulais de façon à ce que ça sorte directement de la plus belle manière possible pour les réseaux, pour tout ça. Et j'ai l'impression, ça peut paraître arrogant de dire ça, mais j'ai l'impression que j'ai un peu maîtrisé la forme, et j'ai besoin de revenir dans le fond. J'ai cette sensation-là où genre, j'ai l'impression que je sais comment créer une belle image. Maintenant, je veux vivre des moments forts avec moi et une feuille blanche, comme moi me mettre à poil sur scène, quoi. Et quand tu dis recréer des moments bruts, des choses brutes, c'est quoi? C'est avoir les mains dans la matière? Ça veut dire quoi, tu vois, brut pour toi? Brut, ça veut dire être en adéquation avec ce qu'on ressent sur le moment. Ça veut dire d'accepter que, par exemple, là... ça va pas être très contemporain ce que je vais faire, et ça va être très ghetto. J'ai envie d'écouter une musique vraiment du quartier, et juste je vais ressentir qu'en moi là tout de suite maintenant c'est ça que j'ai envie de cracher. Je vais le faire, je vais l'accepter. Pendant une matinée je vais écouter du rap, alors qu'en fait peut-être l'après-midi je suis censé rendre un truc sur une danse on va dire un peu plus contemporaine. Maintenant je vais essayer de m'écouter de plus en plus en fait. Écouter tes émotions. Ouais. Si t'étais à ma place, t'aimerais entendre qui? T'aimerais inviter qui au micro de Tous danseurs? C'est une bonne question. Dans la danse, tu ouais, quand même, on reste dans la danse. Alors ça peut être des gens dans l'ombre, hein, c'est pas forcément des gens dans la lumière, tu vois, qui sont pas forcément danseurs, mais qui sont connectés avec la danse. Ouais, j'ai envie de dire Didier Bocco. Parce il revient. Il revient, mais parce que ce mec-là, il est beaucoup trop humble dans la danse. Et dans la culture, c'est le mec qui ramenait des danseurs du monde entier pour faire des battles de fous. Et ça a été un gars de l'ombre, c'est-à-dire qu'il faisait énormément de choses pour la culture, que de sa poche, il avait rien, il vivait à la cité, et pourtant il payait des billets à un petit Hollandais qui déchirait tout pour que nous on se confronte à lui. Et c'est grâce à ces gens-là que y a une génération de danseurs et qu'il y a eu beaucoup de choses dans la culture. Et Didier, ça a été un des premiers à ramener tous ces jeunes
Et il a jamais voulu se montrer, il a jamais voulu rien dire, il a toujours fait ça par passion et j'ai trouvé ça hyper beau. Et il a fait tellement de choses que les gens ne savent pas. Je pense que ce serait intéressant de l'interviewer en tout cas. Grave. Et si on voulait prolonger ce moment avec toi, c'est ma dernière question, en écoutant un peu de musique. Là, on écouterait quoi là maintenant tout de suite? Je dois bosser sur une musique, je dois faire une performance pour une télé là, dans 2 semaines et du coup je vais bosser sur cette musique. Je vais pas vous dire laquelle, mais je veux dire c'est un pianiste qui s'appelle Sofiane de Pamar. Sofiane de Pamar. Ça très bien. maintenant. Merci infiniment Léo pour ce moment avec toi, ce temps Merci suspendu. beaucoup en tout cas, c'était intéressant de se faire interviewer d'avoir des vraies questions et pas juste c'est quoi Walk in Paris. C'était intéressant. Et en plus on était dans des locaux magiques. Ouais, ça va, on a de la chance. On a de la chance. On est en direct de l'Olympia quand même. Trop beau. L'Olympia vide. Merci pour ce kiff. Merci beaucoup à toi. Salut Léo, ciao. Tous danseurs. Ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.